Bonsoir à tout le monde. Alors on m'a confié la mission de vous parler du continuum justement entre psychiatrie et neurosciences. Donc je ne vais pas du tout parler de travaux que je fais moi-même. Ça fait partie du jeu que de vous parler de la perspective générale sur ce continuum dans un sens et dans l'autre, de la psychiatrie aux neurosciences et des neurosciences à la psychiatrie. Alors le continuum peut interroger, et parfois les poignées de main sont un peu tendues, mais j'espère vous montrer qu'il existe. Je prendrai plutôt le chemin de la psychiatrie vers les neurosciences que des neurosciences vers la psychiatrie, mais j'aurais pu tout à fait, par exemple, il n'est pas là ce soir, évoquer les travaux de notre neuroréanimateur Tarek Charchar qui montre, par exemple, que l'anxiété à l'entrée en réanimation est un marqueur prédictif de morbimortalité majeure. Ce qui est évidemment très intéressant, d'abord parce que ça veut dire qu'il faut s'intéresser aux patients, leur poser des questions à leur arrivée en réanimation. Et ça, maintenant, les réanimateurs savent le faire, mais ça veut dire aussi que cette mesure subjective qu'est l'anxiété, ça traduit beaucoup de phénomènes en cours, y compris d'inflammation, de neuroinflammation, qui sont ensuite prédictifs de la morbie, la mortalité. Donc je vais plutôt faire le chemin de la psychiatrie vers les neurosciences. De toute façon, j'achèverai en vous montrant que tout ça, c'est des neurosciences. Alors la psychiatrie, vous le savez, c'est un continent. Faut toujours rappeler quand même quelques chiffres. Schizophrénie, c'est 1% de la population générale. Les troubles bipolaires, 2%. La dépression, c'est 20% sur vie entière. C'est-à-dire qu'il y a une personne sur 5 qui fera un épisode dépressif caractérisé dans sa vie. C'est la première cause de handicap dans le monde. Désormais, selon l'OMS, c'est 340 millions de personnes dans le monde. Le suicide, c'est 1 million de personnes par an. Un peu moins, en fait, actuellement. 860 000, c'est-à-dire toutes les 40 secondes. Donc c'est majeur et en même temps on en parle peu. On en parle peu parce que la psychiatrie dans l'ensemble est encore stigmatisante, elle fait encore l'objet d'un tabou, elle touche presque toutes les familles, mais on n'en parle pas. En matière de handicap, je vous ai dit que c'était, par exemple, la dépression, la première cause de handicap dans le monde, mais ce qui est vraiment important de noter, c'est que si vous suivez un indice classique, les dailies d'handicap, vous voyez une augmentation vers l'âge de 50-60 ans, une inflexion, toutes les pathologies sont à l'origine de handicap à partir de 50-60 ans, mais la courbe rouge qui est au-dessus tout le long jusqu'à 65 ans, c'est la courbe des troubles mentaux. Et ça, c'est vraiment important parce que ça veut dire aussi que c'est un enjeu différent en termes de trajectoire de vie. Alors, le professeur Krebs vous parlera d'intervention précoce. C'est un enjeu clé que de savoir intervenir tôt, puisque la cause de handicap, elle vient très tôt, à la différence des autres maladies. Je pense que c'est important d'avoir en tête ce type de décalage. Alors, où est-ce qu'on peut donner de la tête précisément devant un tel continent, celui des troubles mentaux ? Alors la psychiatrie n'oublie pas ses liens avec la psychanalyse. Vous avez là un brillant congénère psychanalyste qui rappelait que tout n'est pas dans le cerveau. Je ne sais pas si vous avez arrivé à lire, le cerveau est mon deuxième organe préféré, je m'en souviens régulièrement. Et on n'oublie pas ces liens avec la psychanalyse, qui sont d'ailleurs nos amis psychanalystes tout à fait représentés dans notre GHU. Cela étant, aujourd'hui, on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau. Alors ça a fait fantasmer longtemps. Voilà un détail d'une peinture de Bosch qui est l'extraction de la pierre de folie. Vous pouvez imaginer notre neurochirurgien Joanne Palu à l'œuvre. En pratique, cela étant, notre façon de penser cet organe qu'est le cerveau est restée très marquée par la psychanalyse, puisqu'on pensait trouver cela. Ce qui n'est pas tout à fait faux, mais pas tout à fait vrai. En pratique, on a trouvé beaucoup d'autres choses. Et alors, ce qu'on a trouvé, en fait, c'est au gré d'une révolution, le professeur Oppenheim vous en parlera, c'est l'imagerie. Et il faut vraiment mesurer le changement de paradigme que ça représente, puisque c'est littéralement une ouverture de la boîte noire, quelque chose qui permet d'observer le fonctionnement cérébral lié à des émotions, on donnera un exemple tout à l'heure, lié à des cognitions, liées aux fonctions supérieures, celles qui nous caractérisent comme les êtres humains que nous sommes. Et ça, l'imagerie, ça change vraiment. La neuroradiologie change complètement notre rapport au fonctionnement psychique. Catherine Oppenheim vous montrera toutes sortes de choses en imagerie. Moi, je voulais vous montrer, alors je ne sais pas si la vidéo fonctionnera, peut-être qu'il faut que je clique. Ah si, voilà, elle se lance.
Ce que vous voyez là, c'est ici le cerveau d'une souris, ici le cerveau de la souris de l'homme invisible. C'est une méthode qui s'appelle Clarity. Et la méthode Clarity, elle va permettre de rendre littéralement transparent le cerveau. Et alors c'est majeur parce que vous allez pouvoir vous balader dans le cerveau, comme on le voit là, hein, avec une précision qui conserve, puisque vous n'êtes pas obligé de le couper par petites tranches, ou en tout cas dans un second temps seulement, chez la souris bien sûr, à observer les rapports anatomiques réels, hein, ce n'est pas des reconstructions, chacun des rapports jusqu'à des niveaux de précision qui sont quasiment le niveau cellulaire, in fine. Le professeur Chrétien pourra vous en dire un mot ensuite. Et ça veut dire qu'on peut observer vraiment le cerveau tel qu'il est construit sans avoir à emprunter la méthode de Bosch d'extraction de la pierre de Foley. Alors ce que vous voyez là, c'est des nouveaux neurones. Et en matière de nouveaux paradigmes, c'est important d'avoir en tête que nous fabriquons des nouveaux neurones. Peut-être la bonne nouvelle de la soirée. Moi, je faisais mes études de médecine il n'y a pas si longtemps. J'ai appris il n'y a pas si longtemps que nous ne faisions que perdre des neurones. Malheureusement, c'est essentiellement vrai, mais on fabrique des nouveaux neurones. Et d'ailleurs, la cible commune de tous nos antidépresseurs, c'est la neurogénèse. Il y a un enjeu d'ailleurs majeur, on s'y intéresse beaucoup avec Fabrice Chrétien, des effets des antidépresseurs sur les cellules souches. Donc c'est la neurogénèse. Et puis Catherine Oppenheim vous montrera peut-être qu'on essaye même de le suivre en imagerie. En imagerie, c'est regarder le fonctionnement du cerveau, mais c'est même aujourd'hui regarder l'interaction des cerveaux. Vous avez peut-être vu ce papier sortir il y a 2 semaines, qui vise à caractériser la dynamique cérébrale d'interaction mère-enfant. Et aujourd'hui, on peut faire ce genre de choses. Alors c'est un petit côté Paris Match, le poids de mots, le choc des photos, mais c'est très intéressant, au-delà de ça, de voir comment 2 cerveaux peuvent se synchroniser dans l'interaction. Et donc on peut faire des choses passionnantes. D'ailleurs nos amis de Necker, en la personne notamment de Laurent Salomon, le sait très bien. Je vous ai montré de l'imagerie, mais il faut aller plus loin que montrer là où ça s'active. Il faut montrer que ce circuit a un effet causal sur un comportement. Et ça, c'est des travaux passionnants lancés par un Français, Ben Habib, neurochirurgien. C'est les travaux de stimulation cérébrale profonde qui montrent que en positionnant des électrodes intracérébrales chez des patients, on peut soigner des pathologies parce qu'on affecte spécifiquement des circuits cérébraux. Voilà un patient qui a une maladie Parkinson typique. Vous voyez le tremblement de membre sup et d'ailleurs membre inf. Vous avez l'hypomimie, c'est-à-dire le visage figé, la perte du clignement des yeux. Vous voyez le handicap majeur de ce patient. Ici, au niveau de l'épaule, je ne vois plus, il a l'outil de réglage de son pacemaker interne. Ça, c'est l'outil de réglage avec le neurologue qui le manipule. Donc, c'est ici que se trouve le device qui va commander la stimulation. C'est allumé. Et là, vous voyez le tremblement qui s'arrête. Et au-delà du tremblement, vous voyez comment le patient s'anime, le visage se colore, l'hypomimie rétrocède, le clignement des yeux revient. Et puis la motricité fine, hein, qui est le premier élément touché, la voie nigrostriée dans la maladie de Parkinson, qui est corrigée. Alors ça, c'est plus de la recherche, hein, c'est de la pratique médicale, neurochirurgicale, courante, hein, aujourd'hui, que d'implanter des patients ayant des maladies de Parkinson et pour lesquels on stimule certaines régions cérébrales qui viennent corriger la symptomatologie. Donc ça n'est plus de la recherche, c'est déjà une pratique courante. En matière de psychiatrie, il y a des papiers passionnants, par exemple dans le traitement du trouble obsessionnel compulsif en stimulation cérébrale profonde. Mais j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous de voir ce phénomène. Alors c'est un vieux papier, il a 20 ans, Béjani, dans l'équipe de Divagide, constate que cette patiente, relativement jeune patiente, qui a une maladie neurologique, qui a des électrodes intracérébrales, donc il y a une série de plots. Si on stimule l'un des plots, eh bien, on déclenche une symptomatologie émotionnelle. Alors, ce que je voudrais que vous ayez en tête, c'est que c'est le timing. Ici, on est à 15h24 et 24 secondes. On va passer à 15h24 et 55 secondes, vous voyez qu'il se passe quelque chose. On est à 28 minutes et 54 secondes, donc 4 minutes, elle pleure, vous allez voir qu'elle s'effondre. Et quelques minutes après, à 33 minutes et 24 secondes, donc 5 minutes après, elle rit.
Et il faut voir, à mon avis, ce phénomène curieux de l'apparition, sous l'effet d'une stimulation, ça n'était pas volontaire, hein, bien évidemment, d'une détresse morale, d'une grande souffrance psychique chez une patiente qui ne comprend même pas ce qui se passe au gré de la stimulation. Alors, je ne sais pas si le son fonctionnera bien. Il faut que je clique, hein, c'est ça. Sinon, je vais vous dire ce qu'il dit. Donc, la stimulation est allumée. S'effondre en larmes, et la sollicitude du neurologue qui l'interroge. Pourquoi vous pleurez? Est-ce que vous avez mal? J'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. J'en ai marre de la vie. Donc on est à 15 minutes 26, 15 minutes 33, 15h33, pardon. On a la même patiente qui rit en fait en se demandant ce qui s'est passé pendant ce moment de stimulation. Et en fait, ce que vous avez là d'incarné, c'est au-delà de l'activation cérébrale, corrélat de la douleur psychique, c'est qu'un circuit cérébral qu'on ne sait pas encore très bien, soyons honnêtes, aujourd'hui ciblé d'un point de vue thérapeutique, mais on le saura demain, ça active en quelques secondes une détresse morale qui est caractérisée par une phrase que seuls les êtres humains peuvent prononcer et qui correspond à un comportement qui est assez spécifiquement humain. J'en ai marre de la vie, et donc les idées de mort et les idées suicidaires. Michel Lejoyeux vous dira un mot de la question du suicide un peu plus loin. Donc ce que je voulais vous montrer par là, c'est qu'on est aujourd'hui au stade où non seulement on a ouvert la boîte noire et on peut regarder ce qu'il se passe dans le cerveau en même temps que nous pensons, mais on est aussi au stade où nous pouvons montrer que tel circuit est causalement impliqué, ou en termes scientifiques, il faudrait dire nécessaire à tel ou tel comportement, ici la douleur psychique. Alors je vais finir là-dessus. Ça fait penser à ce poème de Paul Valéry, les premiers vers. C'est Maître Cerveau sur son homme perché, tenait dans ses plis son mystère. C'est un très beau poème qu'il faut lire, que je vous conseille, et qui en fait pointe un élément essentiel sur la question de la continuité entre psychiatrie et neurosciences, c'est qu'on est toujours tenté par le dualisme. On est toujours tenté de considérer qu'il y a les choses de la matière, du corps, du cerveau, et il y a les choses de l'esprit. Et cette tentation du dualisme, qui est on pourrait la qualifier de faute logique en matière philosophique, elle irrigue la médecine, elle est profondément influente en nous amenant toujours à distinguer ce qui relèverait de l'esprit et ce qui relèverait de la matière, ce qui est un non-sens pour le scientifique que je suis. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas différentes voies d'abord, et pas uniquement neurochirurgicales. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas la possibilité de considérer autre chose que l'intervention physique, somatique, médicamenteuse. Par exemple, dans le pôle dont je suis responsable, il y a un institut hospitalier de psychanalyse, et on tient à ce que cet institut hospitalier de psychanalyse soit présent aux côtés de toutes nos approches et nos travaux de recherche. Mais ça veut dire que ce soit par la voie de la parole ou par la voie de l'intervention physique, physiologique, dans tous les cas, ça s'incarne, notamment dans cet incroyable organe dont vous allez beaucoup entendre parler ce soir, le cerveau.